qu'elle essaye de nous faire croire qu'elle est l'événement. Alors que véritablement l'événement c'est nous-mêmes. Ce sont des gens, des petites gens qui deviennent héros, qui deviennent traîtres, qui deviennent des victimes des chamboulements autour d'eux. Et ce sont eux qui sont l'histoire. C'est pour ça que je remercie les écrivains de nous venger de cette attitude arbitraire que nous imposent les historiens. L'écrivain a ce pouvoir et cette magie de faire de n'importe qui un héros. Et pas plus tard qu'hier, je lisais un livre russe, qui m'a mené sur les tranchées de la Deuxième Guerre mondiale. Et je me disais que finalement la guerre ne cesse jamais. Parce que l'histoire veut la diriger par elle-même. Elle veut avoir sa propre logique, une logique de destruction. Et nous, en nous battant contre nous-mêmes, nous essayons justement de trouver une autre logique. La logique de la rédemption, de la reconstruction. Et c'est ça qui permet à l'écrivain peut-être de ne plus nous laisser les otages de l'histoire, avec un grand H. Et de mettre la grande histoire à genoux devant la petite histoire. Alors, comment vous procédez justement pour mettre l'histoire avec un grand H à genoux devant la petite? En confiant justement le destin de tout un récit à une personne, et non pas à des événements, et non pas à la politique, ni aux idéologies. Je prends tout simplement un être humain, et je lui dis, voilà, tu es au milieu de la plus grande des stupidités, celle qui consiste à mettre la vie des autres en danger. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien au-dessus de la vie. Je l'ai toujours dit. Ni idéologie, ni patrie, ni religion. La chose la plus précieuse qui puisse exister au monde, c'est la vie elle-même. Alors comment peut-on accepter d'aller en guerre, d'aller mourir pour une patrie qui ne nous reconnaît même pas, qui sont devenus des martyrs d'hier, des gens qui sont morts pour la France ou pour l'Algérie ou pour les États-Unis ailleurs. Ils sont devenus des oublis. Et quelquefois, quand on leur rend hommage, ce n'est jamais pour ces morts-là, mais pour les morts de demain, pour motiver les gens, préparer les gens à mourir. Et moi, j'ai fait la guerre quand même. Je l'ai vécu dans ma chair et dans mon esprit. J'ai combattu avec les armes pendant 8 années. Et je sais que c'est le plus grand mensonge qui puisse nous rendre étrangers à nous-mêmes. Donc voilà, je prends un personnage, un être tout à fait ordinaire, et je le mets dans des situations extraordinaires, et je le laisse se débrouiller pour nous prouver que finalement, l'histoire c'est nous, ce n'est pas les événements, et ce n'est pas le cours que nous impose les âges. Au fond, le fait de prendre un personnage et de le poser dans l'histoire et face à l'événement, est-ce que c'est pas aussi ce que vous avez fait en choisissant votre nom de plume? Parce que vous ne vous appelez pas sur les registres d'état civil Yasmina Khadra, ce sont les deux prénoms de votre femme, enfin Yamina je crois, votre femme plutôt. Oui, Yamina Khadra. Yamina Khadra, donc oui. À quoi correspondait ce choix? Est-ce que c'était aussi une façon de s'opposer à la guerre des hommes, enfin un regard extrêmement violent? Non, c'était surtout la certitude que je n'allais pas sortir vivant de cette guerre. J'étais absolument certaine de mourir, absolument certain. J'attendais juste cette balle qui allait me foudroyer. Je perdais mes hommes, mes meilleurs amis, et les gens qui ont servi sous mes ordres, mes chefs. Et donc, on était dans une sorte de déni de soi, tous les jours, au quotidien. Donc, pour moi, je ne pensais pas d'ailleurs être vivant. Le jour où mon premier roman de Yasmina Khadra allait sortir, je ne pensais pas. Mais je voulais quand même laisser une petite trace, pour prouver que finalement l'histoire c'était moi, c'est pas le terrorisme, c'est pas la dérive d'une nation. Mais moi-même, je voulais dire à mes enfants, attention, vous êtes la chose la plus extraordinaire qui puisse exister au monde. Voilà, d'ailleurs, je le cite toujours, ce poète dans À quoi rêvent les loups, ce poète qui disait de mes joies, je n'ai aucun mérite, de mes peines, aucun regret. Pour moi, l'histoire n'a que l'âge de mes souvenirs, et l'éternité la fausseté de mon sommeil. C'est ma conviction la plus profonde. Avant moi, le monde n'a jamais existé. Et après moi, il cessera d'exister. Mais chacun de vos livres est lié. Alors, il y a la Libye, l'Afghanistan, Israël, voilà, l'Afrique. À chaque Cuba, hein, pour Dieu n'habite pas là-bas, l'Algérie.
Qu'est-ce qui préexiste à l'écriture d'un texte? Est-ce que c'est d'abord le lieu, est-ce que c'est d'abord la géographie ou est-ce que c'est l'histoire? D'abord le plaisir. Je veux me raconter une histoire, parce que je suis d'abord mon premier lecteur. Alors je me prends, je m'isole, et je me dis, voilà, il était une fois, et je redeviens un enfant. Donc, et comme je suis l'enfant de tous les écrivains que j'ai lus, je suis l'enfant des Russes, des Américains, des Européens, des Africains, je me sens un peu à l'aise dans tous les pays que je visite à travers mon imaginaire. Alors, ça ne me pose aucun problème. C'est vrai qu'à un certain moment, j'écris pour répondre à certaines questions, à des interrogations. Je suis abasourdi devant la méchanceté humaine, devant les incompatibilités d'humeur, devant les rapports conflictuels entre les peuples et tout. Et donc, il y a des questions qui se posent à moi. Et j'écris pour y répondre. Moi, je n'ai jamais été en Palestine, ni en Israël. Et je me demandais ce que c'était véritablement ce conflit. Pourquoi place-t-on Dieu au-dessus des hommes? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi place-t-on le mensonge au-dessus de la réalité? Pourquoi faire de l'idéologie le socle de toutes les espérances? Alors que l'espoir, il est humain, c'est nous-mêmes. Alors j'ai écrit l'attentat. J'ai voulu interroger l'Afrique, j'ai écrit l'équation africaine. J'ai voulu connaître un petit peu comment la condition féminine sous le joug de la religion. J'ai écrit les sirènes de Bagdad, les hirondelles de Kaboul, et ainsi de suite. Je voulais savoir ce que c'était que la guerre préventive, parce que c'est magnifique aujourd'hui. Nous sommes vraiment devenus les otages de n'importe quelle imbécilité. Alors, on nous parle souvent de choses, discrimination positive. Donc, je ne sais pas si l'Académie française avait autorisé ça. Discrimination positive, c'est-à-dire on est dans le négatif qui devient d'un seul coup positif. Et on est dans la guerre préventive. Pourquoi la guerre préventive? Faire la guerre pour ne pas faire la guerre. Et on accepte, on est là, on a renoncé à notre libre arbitre, on est devenu tout simplement des espèces de bourgeois intellectuels qui... nous allons tout simplement dans les supermarchés des médias et on prend ce qui est bon à consommer tout de suite. Voilà. Et d'un seul coup, lorsqu'on est face à l'horreur, lorsqu'on est face à la tragédie, on dit mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à comprendre. Mais nous sommes responsables de toutes les dérives, nous sommes responsables. Parce que nous avons renoncé à notre vigilance intellectuelle. Aujourd'hui, les médias sont capables de nous imposer n'importe quel délinquant. Ils prennent un délinquant, ils disent ça c'est une conscience. Et on cautionne. Et on peut prendre une conscience véritable. Et on la ramène au ras des paillassons. On en fait un imposteur et on cautionne. Et nous participons tous à cette destruction en restant loin de toute culpabilité. Et c'est fou. Donc cette tragédie qui nous frappe, qui nous frappe de plein fouet, nous sommes les premiers artisans à l'avoir rendu possible. Voilà pourquoi, de temps en temps, dans un roman, on essaie tout simplement d'échapper à cette souveraineté arbitraire de l'histoire avec un grand H pour revenir un petit peu aux petites histoires qui nous font tous les jours. Ça fait un moment qu'on se connaît, tous les deux. Non, mais c'est pas... On va pas commencer à parler de on va pas choses. raconter tout ça. Non. En revanche, Yasmina, je vous écoute et je vous ai rarement entendu aussi remonter, aussi en colère que ce que vous venez de dire. C'est vrai, je suis en colère, oui. Je suis en colère parce que tout simplement, je m'aperçois que la poésie ne fait frémir pas les âmes. Voilà, le génie, le talent est devenu l'otage, ou bien il est à la merci des réseaux et des lobbies. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir du talent, il faut avoir un réseau. Si vous avez ce réseau, vous pouvez écrire n'importe comment on appelle ça, n'importe quel navet, et vous avez tout un jardin d'Éden. Voilà. Et c'est ça qui me rend en colère, parce qu'on est en train de perdre l'essentiel de nous-mêmes. Notre lucidité et notre libre arbitre. C'est là qu'intervient le travail de l'écrivain pour vous? Oh, la littérature ne veut absolument rien dire. C'est tout simplement une vocation qui permet à certains de raconter des histoires. Elle ne fait pas le sage, elle ne fait pas le poète, elle ne fait pas l'être de lumière. On peut trouver dans ce monde merveilleux de véritables vallées des ténèbres. C'est l'homme qui est derrière chaque chose, qui fait de cette chose ce qu'il incarne en lui. Vous pouvez trouver
un médecin ou un professeur d'université ou un entrepreneur qui est vraiment engagé dans cet élan humanitaire, humaniste. Comme vous pouvez trouver au milieu même de cet univers fantastique qu'on appelle la littérature, des êtres enténébrés. Voilà, donc moi je crois dans l'homme. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, vous êtes humaniste? Je dis, pas du tout, je ne suis pas humaniste, moi. Et les vrais humanistes, ils sont dans la brousse. Ils sont aux côtés des peuples opprimés, ils sont aux côtés des gens qui sont malades, qui sont oubliés par l'humanité. Voilà, que suis-je par rapport à un médecin sans frontières ou un vétérinaire sans frontières? Rien du tout. Moi, j'écris des livres. Bien installé derrière un bureau, face à un computer, et puis de temps en temps, que je suis fatigué, je me tourne vers ma fenêtre et je vois la grisaille de Paris, et je me dis, bon, je suis très bien dans un bouquin, c'est bien. Mais les autres, ils sont vraiment impliqués, corps et âme, dans la désespérance, dans le désespoir. Ils ont renoncé à la beauté du monde, à leur confort, à Paris, à Francfort, à New York, et ils sont là, parmi des gens complètement défavorisés, complètement laminés, et ils partagent leurs souffrances. Ça, ce sont ceux-là qui sont dignes d'être respectés, et pas moi. Oui, enfin, un écrivain quand même... Donc, on essaye d'apporter quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais soldat à l'âge de 9 ans. Qui m'a sauvé de moi-même? Les écrivains. La comtesse de Ségur m'emmenait quelque part, les contes des frères ou des cousins ou je ne sais quoi. C'était toujours pour moi une autre façon de vivre le monde. Et quand j'étais au fin fond du Sahara, dans les pics d'Atakor, ou dans les Hogar, ou dans le Tassili, alors que j'avais en face de moi la nudité du monde et la mienne, il me suffisait d'ouvrir un livre et d'un seul coup, tout le paradis était là. Donc voilà, j'essaie de rendre un petit peu ce que les écrivains m'ont donné. Voilà, c'est tout. Alors justement, quel est votre panthéon, enfin les livres qui ont été décisifs pour vous, les écrivains qui ont été vraiment décisifs, des guides ou des anges? Je ne sais pas, la bande dessinée peut-être. Parce que j'ai commencé par la bande dessinée. J'ai traversé toute la ville d'Oran. J'avais peut-être 10 ans, 9 ans, et je traversais toute la ville à pied pour aller dans un kiosque échanger mes bandes dessinées avec un dinar. Je donnais un dinar et puis lui donnait. Et c'était magique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'écris, je ne peux pas dissocier le verbe de l'image. Tout est imagé dans ma façon je te pose un décor. Il faut que le lecteur soit en situation. Il faut qu'il soit là où je voudrais qu'il soit. Et après, je mets de la chair sur ce décor, la parole, des émotions. Voilà. Alors de la parole, des émotions et de la poésie, il y en a dans Dieu n'habite pas la Havane. Pour le coup, on a été un peu préoccupés jusqu'à maintenant. Non, enfin par vos propos, vous étiez très sérieux. Dieu n'habite pas la Havane, on nous ramène à la beauté. Oui, parce que je disais tout à l'heure, déstabilisez pas en fonction de ce que je dis, mais mes lecteurs m'ont mis dans un moule et ils ont essayé de me garder dedans. Alors que toute ma vie, j'ai voulu déchirer mes vêtements. Chaque chemise que je porte sur moi, c'est comme la tenue de Nessos. Elle me dévore. Et je veux aller partout parce que je n'aurai pas le temps nécessaire de visiter le monde entier. Donc j'y vais par l'écriture. Voilà, je déserte Paris, je déserte Oran, je déserte l'Algérie pour me réinventer, me reconstruire, je ne sais pas, au Mexique ou bien au Pérou, en Chine. C'est magique, c'est magique. Et donc il faut que mes lecteurs comprennent qu'en même temps, dans ma fuite, je les invite aussi à me suivre, qu'ils n'essayent pas de m'enfermer dans des thématiques. Je ne le supporterai pas, j'en mourrai. Moi, j'adore les conteurs. Quand j'étais petit, j'allais dans les marchés et j'écoutais les troubadours. C'était magnifique pour moi. C'était un moment de féerie. Voilà, ils étaient là, ils me racontaient des insanités, des histoires qui n'ont ni tête, ni queue, ni vertèbre, rien. Et j'étais fasciné par ce qu'ils disaient. Parce que quelque part, ils m'envoyaient ailleurs. Voilà, je voudrais que mes lecteurs me suivent un peu. Mais je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Si, de temps en temps, on me dit, mais pourquoi vous êtes allé à Cuba? C'est comme si on me décapitait. Voilà, comment ça? Pourquoi ne dois-je pas y aller? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller où je veux?
Sur cette table, il y a trois de vos livres communs, entre Ce que le jour doit à la nuit, La dernière nuit du raïs et Il n'y a pas mes Havane. préférés. Hein. Il n'y a pas mes préférés. C'est quoi vos préférés? Ben, il y a trois que j'aime plus que tout. C'est Kozinka, c'est le plus beau texte littéraire que j'ai écrit. Oui. Il y a L'Olympe des infortunes, que c'était la plus belle des évasions. Et ma fierté, vraiment, c'est Les 11 meurtres de nos blessures. Là, j'ai mis toutes mes tripes. Bon, alors il fallait le dire. Et on ne le savait pas. Mais c'est vrai? Ben oui, c'est pas l'attentat, c'est pas Ce que le jour doit à la nuit, c'est pas les sirènes de Bagdad, même s'ils ont connu un succès tonitruant. Mais pour moi, c'est le texte dont je suis vraiment fier. De temps en temps, je me pavane chez moi et dans ma tête, je me dis, j'ai écrit le plus beau texte. Voilà, et c'est Kozinka. Certains l'ont trouvé glauque, terrifiant. Mais moi, c'était toute une opération C'était une guerre, parce que dans ce livre-là, je voulais savoir si la langue française, la langue que j'aime, ma langue à moi, c'est pas la langue de Voltaire, c'est ma langue à moi, eh ben, je voulais savoir si elle pouvait rester belle en parlant de la laideur humaine. Si elle pouvait rester lumineuse en plongeant dans la noirceur humaine. Et c'est le combat dans ce livre contre tout ce qui fait, tout ce qui mène à la diablerie de l'homme et tout ce qui l'attire vers la lumière. Voilà, tout ce travail. J'ai écrit ce livre de 100 pages pendant 20 ans. Je l'ai commencé en 1984. Eh oui. C'est pour ça que je disais, les grandes histoires doivent disparaître devant nous-mêmes. Nous sommes les vraies histoires. Ce qui est assez étrange, c'est que vous désigniez des préférés parmi vos enfants de papier. Maintenant, je n'oserais pas faire une chose pareille avec mes enfants, mais avec mes livres, je peux m'autoriser. Parce que chaque livre raconte un peu une histoire, une partie de moi-même. J'ai adoré Les 11 meurtres de nos blessures parce que Turambo me ressemble comme une goutte d'eau. Je suis quelqu'un qui gagne tous ses combats sur le ring. Et je suis disqualifié arbitrairement par certaines institutions qui se prétendent de la conscience, de la bien-pensante, et qui finalement n'incarnent que leur propre ignominie. Parce que la plus grande des ignominies, c'est d'essayer de tuer une générosité. Il n'y a pas plus terrible affront à l'être humain que d'essayer de tuer une générosité. Voilà, Turambo me ressemble beaucoup, c'est pour ça que j'aime ce livre. Et donc Fuego, est-ce qu'il vous ressemble un peu? Non, pas du tout. Fuego, c'est quelqu'un qui ressemble à Cuba. J'étais à l'Hôtel National. Il y avait ce personnage, tel que je l'ai décrit dans Fuego, qui était en train de chanter. Et autour de lui, c'était vraiment... tous les touristes, c'était des touristes d'un certain âge quand même. Mais ils étaient dans la fête, ils dansaient. Et lui aussi, il se donnait à fond. Et à un certain moment, nos regards s'étaient croisés. Et j'ai vu que son regard ne suivait pas, justement la rumba. Il y avait de la tristesse dans son regard. Il était en train de créer autour de lui la joie, la liesse, et lui, il était triste. Je me suis dit, waouh, il y a une histoire derrière ça. Et depuis, je n'ai pas arrêté de penser à Don Fuego, et c'est pour ça que j'ai écrit Dieu n'habite pas à la Havane. Voilà, et Don Fuego, c'est l'occasion aussi de mettre sur pied un très très beau personnage de femme, Mayenzi, qui est extrêmement mystérieux. La femme joue un rôle très important, on a commencé à en parler un peu dans vos livres. Est-ce que vous êtes un écrivain féministe? J'adore les femmes et j'ai toujours demandé aux femmes d'essayer de se révolter contre les hommes. Parce que, vous savez pourquoi l'homme essaye de dominer la femme? Pourquoi? Parce qu'il a un complexe d'infériorité devant la femme. Depuis qu'il était petit, il a toujours été materné par la femme. Et même grand, c'est elle qui s'occupe de lui, qui l'oriente, qui l'enthousiasme et tout. Et lui, par ingratitude, parce que c'est un homme. L'homme, c'est l'incarnation de l'ingratitude. Voilà, par excellence. Et bien, lui, pour lui prouver qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de la dominer. C'est une question d'ingratitude, c'est tout. Moi, j'ai vu ma mère qui a été dans tous les combats,
Et cette mère, cette femme-là, je ne l'ai jamais vue heureuse 5 minutes de suite. Jamais de toute ma vie, je n'ai vu ma mère heureuse 5 minutes, seulement 5 minutes. Et des fois, moi je suis un croyant pratiquant, je me tourne vers Dieu, je lui dis, mais laisse-moi au moins la savourer pendant une demi-heure. Laisse-moi voir ma mère heureuse, une demi-heure seulement, rien. Et cette femme, à mes yeux, incarne un petit peu la condition des femmes. On n'a pas été à la hauteur de ce dévouement, de cette générosité de la femme. Voilà. Et toute ma vie, peut-être depuis que je suis marié, je m'aperçois ces derniers temps, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui plane par-dessus ma tête. J'aime de plus en plus ma femme ces derniers temps. Je l'aime, je sais pas. Elle-même, elle est étonnée. Tu ne m'as pas trompé par hasard quelque part. Non, je l'aime. Parce que j'ai compris que sans la femme, jamais je n'aurais réussi quelque chose dans ma vie. Et les hommes, s'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à mériter la femme. Et je leur propose tout simplement d'essayer d'être heureux au pied des femmes. C'est le meilleur endroit pour accéder à la finitude, à la béatitude. Et je le dis sincèrement, Alors les hommes les plus malins ont applaudi. Les autres auront quelques explications à donner tout à l'heure, je pense. Il y a perdu ma question. Tous les écrivains, à un moment donné de leur parcours, je sais que vous avez un problème avec le mot écrivain, mais vous allez l'accepter comme celui-ci pourtant. Tous les écrivains écrivent un jour le livre sur la mer. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que le livre sur la mer, vous allez l'écrire, ou est-ce que vous l'avez écrit à travers toute votre œuvre? Est-ce que votre mère, elle est un peu partout dans vos livres, ou est-ce qu'un jour vous lui écrirez un roman? le problème, c'est qu'elle est analphabète. Elle n'a jamais ouvert un livre. Et elle a commencé... Il y a une année, c'est-à-dire à 84 ans, elle a décidé d'apprendre à lire et à écrire. Elle a fait une première séance, elle a été punie. Et puis le lendemain, elle est venue me dire, écoute, j'ai redoublé. Donc c'est magnifique. Non, peut-être que j'écrirai un livre pour elle, mais pour le moment, je ne suis pas en mesure d'écrire quoi que ce soit. Quand on a lu le livre de Maxime Gorky, ma mère, je pense que je n'ai pas encore le talent nécessaire pour écrire quelque chose sur ma mère. Vous n'avez pas le talent nécessaire pour écrire un livre sur pas vous? encore. Ah, ça tient à quoi? Je n'en sais rien. Je sais que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Vous savez, elle m'en veut d'avoir quitté l'armée. Je dis oui, elle m'en veut parce qu'elle ne comprend pas ce que je suis devenu. Et quand elle va dans les marchés à Oran, tout le monde maintenant sait que c'est ma mère. Et quelquefois, elle se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Parce que quand elle veut acheter quelque chose, elle veut acheter par exemple 1 kilo de clémentine, ben le marchand lui donne 1 kilo plus 500 grammes de plus pour la maman de Yasmina Khadra. Elle sait que c'est important, mais elle n'arrive pas à situer cette importance-là. Et donc, tant que cette femme n'a pas réussi à savoir ce qu'elle m'a donné, je ne pourrai pas lui rendre ce qu'elle m'a donné. Ça dépendra d'elle. Alors, vous nous donnez régulièrement un roman. On attend. Je fais la grève. La grève? C'est une mauvaise blague. Non, mais c'est vrai, je suis en grève. Je ne veux plus écrire. Alors, vous n'allez pas vous en sortir comme ça? Il faut expliquer un peu plus. Non, mais vous savez, maintenant, chaque livre que je sors, c'est un moment tragique dans ma vie. Pourquoi? Il y a trop d'injustice, il y a trop de méchanceté. Moi, je me rappelle, Le Monde, il a présenté ce livre, je crois, celui-là, comme une nullité absolue. Et ce sont des gens qui disent ce qu'ils veulent en toute impunité. Il a pris 2 phrases. Une phrase qu'on peut dire d'inattention. Mais moi, j'écris avec mes codes, je suis algérien. Chez nous, on peut dire qu'un camion est sorti sans regarder à droite et à gauche. Ça se dit couramment chez nous. Ça ne se dit pas en France. Je le regrette. Avec 2 phrases. Un camion sorti brusquement d'une plantation sans regarder à droite et à gauche. Et avec une autre phrase qui disait les coups durs, loin de nous terrasser, nous rendent plus forts. Il a détruit ce livre. Il l'a détruit.
Pour la première, il dit qu'un camion, c'est pas possible qu'il sorte de quelque part, qu'il regarde de droite et gauche. Je dis ok. Mais lui, il a dit Yasmina Khadra écrit comme une casserole. Donc si un camion ne peut pas regarder à droite et à gauche, comment une casserole peut-elle écrire? Non, par exemple. Et pour lui, la deuxième phrase, c'est ma vie. Ce sont les coups durs qui m'ont rendu plus fort. Depuis l'âge de 9 ans, j'étais ravi à ma famille, enfermé dans une caserne, traité comme un adulte. J'étais en prison à l'âge de 8 ans pour des petites insubordinations de traitement. Et ça a été toute ma vie un jalonnement de déboires, de déconvenus, et ça m'a rendu plus fort. Ce bonhomme ne saura jamais ce que c'est que le courage de se battre. Parce que les coups durs, rien, loin de nous terrasser, peuvent nous rendre plus forts. Moi, ça m'a rendu plus fort. Voilà, avec 2 phrases, il a détruit un livre merveilleux. Voilà, j'ai écrit ce livre avec un bonheur, mais absolu. J'étais heureux, j'étais dans la musique. Je voulais que mon lecteur aussi chante et danse avec moi. Et regardez comment cette impunité rend les choses impossibles. Regardez cette prétention qu'ont certains de juger la générosité des autres. Moi, je n'ai jamais médit d'un écrivain, je me l'interdis. Et je n'ai jamais médit d'un artiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des nécessités absolues. Nous en avons besoin. Qu'il écrive bien ou mal, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il puisse écrire et me proposer une histoire, même si c'est mal écrit, mais c'est quand même une histoire, et il le fait pour moi. On ne peut pas incriminer quelqu'un qui ne cherche qu'à donner le meilleur de lui-même. Et tous les écrivains, bons ou mauvais, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, mais vous savez bien, Yasmina, que c'est ce qui se passe en général et de façon régulière quand un écrivain pas lu décide de parler d'un écrivain très lu. Et qu'il a une part de soi qui entre forcément dans ce genre d'article. Et justement, il est grand temps pour nous de protester. Donc on n'est plus dans la liberté d'expression. On est dans l'impunité de l'expression. C'est-à-dire un journaliste, aussi médiocre qu'il soit, il peut se permettre de défigurer n'importe quelle belle image. Et pourtant, nous en avons besoin aujourd'hui, de belles images, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toute cette terrifiante chose qui menace nos quiétudes, qui menace nos enfants de demain, quand on voit les guerres partout, quand on voit la plus grande démocratie, entre guillemets, hein, parce que je ne crois pas du tout à la démocratie, mais l'Amérique se choisir pour faire une énormité foraine. Quelqu'un qui n'a ni respect pour lui-même, ni pour son peuple, ni pour la Constitution. Et pourtant cet homme-là, cette horreur, cette erreur de casting, a entre ses mains notre propre avenir à tous. Il peut déclarer une guerre n'importe où. Et ces enfants que nous avons élevés dans la douleur et dans l'amour, eh ben, ils risquent un jour d'être complètement dévastés à cause de l'imbécilité d'un homme. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, mais quand est-ce qu'on va recouvrir un peu notre libre arbitre? Quand est-ce qu'on va apprendre à juger par nous-mêmes? Quand est-ce qu'on va divorcer avec la rumeur dévastatrice, avec la diffamation, avec la calomnie? Je sais que le mensonge est enthousiasmant, le mensonge est beau, parce qu'il nous présente les choses d'une manière, avec un raffinement que la vérité n'a pas. La vérité est tellement grotesque. C'est le fait accompli, elle est obtuse, elle est têtue. Mais le mensonge, il est génial. On est dans la fiction, le mensonge. Et pourtant, il nous rend cette fiction beaucoup plus intéressante et beaucoup plus percutante que la réalité elle-même. C'est un peu notre faute à tous. Il est grand temps aujourd'hui de savoir dire aux gens ce qu'ils sont véritablement. Yasmina, chaque roman que vous écrivez est un monde que vous mettez sur pied et on referme le livre. Alors le lecteur peut relire, puisque son travail à lui, c'est d'avoir donné vie à ce que vous avez écrit, mais vous, une fois que vous avez fini d'écrire, qu'est-ce qui vous reste de ce que vous venez d'écrire? Des gens m'ont remarqué dans les salons. De temps en temps, je prends un de mes livres, hop, et je m'oublie. Ils me disent, mais pourquoi vous êtes en train de vous lire? C'est parce que je suis mon auteur préféré. je me lis tout le temps. Bon, c'est vrai que parallèlement à mes autres auteurs, mes idoles, mais il m'arrive aussi de trouver du temps pour moi.
pour mon intimité, je recouvre mon intimité. Et je vais me retrouver dans un de mes livres. Et c'est comme ça que j'essaie de ne pas me répéter, parce que de temps en temps, je me répète dans certains de mes livres. Moi, je pensais que ce que le jour doit à la nuit, hein, par exemple, Les anges meurent de nos blessures, c'était le titre d'une nouvelle que paru en Algérie. Eh bien, un de mes lecteurs m'a dit, mais ça figure aussi dans l'attentat. Et un autre m'a dit, ça figure aussi dans À quoi rêvent les loups. Donc, il faut que je me relise pour ne plus avoir à me répéter. Ce sont des citations que j'avais écrites pour moi. Quand j'étais dans le déni, quand j'étais dans l'exclusion, je m'inventais des formules comme ça, susceptibles de m'aider à tenir le coup et à bonifier avec le temps, à ne jamais céder. Moi, la vaillance pour moi, c'est ne jamais céder. D'ailleurs, je l'ai écrit dans l'équation africaine, le courage, le vrai, c'est de rester soi, de ne jamais cesser d'être soi. C'est ça. Donc, voilà. Quand vous relisez, est-ce que c'est une manière de vous replonger dans, ressentir à nouveau l'état de grâce qui a été le vôtre au moment de l'écriture, ou c'est autre chose? Je n'en sais rien, j'aime me le lire. Je suis mon auteur préféré, voilà. Mais il y a des livres que je n'ai pas lus depuis 20 ans, comme Le Commissaire Loeb, par exemple, la trilogie du Commissaire Loeb, Morituri, Double Blanc, L'Automne de Cimer. Alors que j'étais en train de les relire dernièrement, et j'étais étonné, je me suis dit, j'ai écrit ce livre alors que l'Algérie était en guerre, alors que j'enterrais mes amis tous les jours. J'avais peur, j'étais... Je suis tombé dans 2 embuscades, j'ai fait des atterrissages forcés avec mes hélicoptères 3 fois en plein maquis terroriste. Oui, maquis terroriste, oui, j'allais dire intégriste, mais terroriste. C'était vraiment, on était dans une douleur permanente. Et je me disais, tu as pu trouver assez d'humour pour raconter des histoires comme ça. Je me félicite, je suis fier de moi. Voilà, j'ai dit, voilà, bravo. Ça me permet de me ressourcer. Bon, la grève... Sincèrement. Je ne sais pas. Vous savez que dans quelques minutes, vous allez aller signer et vos lecteurs vont vous demander des comptes quand même à cet égard. Mes lecteurs m'ont toujours soutenu et comprendront, c'est sûr. Ah oui, c'est ferme. Est-ce que vous n'avez pas envie de passer, comme beaucoup d'écrivains, enfin comme quelques écrivains, à la réalisation je n'ai pas ce talent. Moi, j'adore le cinéma. Hier, j'étais avec ma fille et ma femme. J'ai vu Lyon. Il faut vraiment aller voir ce film. Lyon, ça s'appelle. Ça se passe. C'est un enfant des rues, enfin pas des rues, un enfant perdu en Inde. C'est un livre, c'est un film magnifique. J'ai pleuré, mais c'est pas possible. J'ai pas arrêté de pleurer parce que ça m'a renvoyé exactement à mon enfance. C'était vraiment ça. Mais ma femme m'a dit, mais c'est un peu ton histoire qu'on raconte. Il faut aller voir ce film. J'ai aussi vu le film de Denzel Washington. Voilà, il est magnifique aussi. Il m'a fait pleurer aussi. Voilà. C'est drôle, vous êtes un mélange de gravité et de tristesse aussi profonde et de vraie joie. Ben oui, c'est dans l'équilibre des choses. Il faut vraiment vivre ma vie pour savoir, pour mesurer combien l'humour et la joie de vivre est indispensable. Voilà, alors, vous imaginez un enfant de 9 ans enfermé dans une caserne? Vous l'imaginez être réveillé à 5 h du matin, coup de pied et de hurlements, et courir dans le froid pour faire son bol d'air, et puis courir après pour aller au réfectoire, et quelquefois ne pas arriver au bon moment pour trouver son café chaud. Hein. C'est terrible. Donc moi j'ai décidé de me réinventer ailleurs. J'ai dit, ma vie m'appartient. C'est moi le maître, c'est moi le maître de cette vie. Je ne suis pas peut-être mon propre Dieu, mais je suis mon propre artisan. Je suis l'artisan de mes lendemains. Il faut que je sois heureux. Et j'ai décidé d'être heureux. C'est vrai qu'il y a des coups qui viennent d'un peu partout, mais j'ai décidé d'être heureux et c'est possible. Si vous avez décidé d'être heureux, vous serez heureux. Voilà, j'ai une chance inouïe. J'ai une femme magnifique. J'ai des enfants fabuleux. J'ai des amis formidables. Et j'ai un lectorat qui me soutient contre vent et marée. Et ça me suffit largement. Voilà, merci. Yasmina, vous êtes un grand écrivain et vous êtes un homme dans l'histoire aussi. Merci beaucoup pour cette leçon.
cette leçon d'écriture et puis cette leçon de vie. C'est moi qui vous... On vous retrouve dans quelques minutes pour la remise du prix que... C'est pour la vie. Mais vous êtes exceptionnel. Mais ça me console quand même de ma fameuse campagne présidentielle de 2014. Ah, je me voyais déjà avec un harem, et des voitures teintées, des avions. Hein? On peut se contenter d'être président l'après-midi parce qu'on est parmi les meilleurs gens du monde. Voilà. Et je trouve que la plus belle des familles, c'est surtout la famille des lecteurs et des écrivains. On ne peut pas trouver une meilleure famille que ça. Parce qu'on est tous dans l'enthousiasme et tous dans la reconnaissance et dans la générosité. C'est fantastique. Pour ce qui est des prix des lecteurs, moi personnellement, je n'ai reçu que des prix de lecteurs. Pourquoi? Parce que les gens, le talent des autres, de ceux qui n'auront pas ce prix. Parce que tout simplement, on est dans la subjectivité. On aime un livre parce qu'il nous touche un peu plus que les autres. Et c'est tout. Donc voilà, je trouve que le lecteur a toujours été sincère parce que lui, il va vers ce qui est beau, vers ce qui est juste et vers ce qui l'honore. Et, voilà. Et c'est magnifique. Sophie